tous ceux qui ont confié leur vie à l'État, qui ont vendu leur liberté pour de la sécurité, vont tout perdre. Et tous ceux qui sont restés indépendants et autonomes vont se retrouver dans une situation bien meilleure. Donc c'est tous les craintifs, tous ceux qui ont vendu leur âme au diable, eux, ils vont en prendre plein la tête et quelque part, ils ont ce qu'ils méritent. Parce qu'ils ont trahi l'idéal de liberté pour une sécurité. Bonjour à tous et bienvenue à bord d'un nouveau numéro de Contact. Les colonnes de l'économie mondiale, peut-être l'avez-vous remarqué, celles qui, à tout le moins, soutiennent le libre-échange tous azimuts, ont été fortement ébranlées au cours des dernières semaines, tout comme les marchés boursiers. Charles Gave est le fondateur de l'Institut des libertés, un habitué de l'émission, puisque c'est votre troisième passage. Absolument, vous êtes très aimable. J'apprécie votre passage, surtout dans les circonstances qui sont les nôtres. Je précise pour ceux qui ne vous auraient pas déjà entendu que vous êtes un investisseur avisé depuis, je ne voudrais pas dire des décennies, mais au moins quelques printemps. Oui. À votre jeune mine réjouie, je n'ajouterai rien d'autre. Et puis, vous étiez surtout cet automne l'auteur de Cessez de vous faire avoir. Occupez-vous de votre épargne, sinon on s'en occupera. Et c'est ce que les marchés sont peut-être en train de faire, s'occuper de notre épargne. Alors, moi, je vois qu'il y a trois choses qui sont à peu près interpellées de manière concomitante. Il y a l'économie mondiale qui est malmenée telle qu'on la concevait. Derrière ça, c'est toute cette idée qu'on s'est faite de la mondialisation. Et au passage, bien évidemment, il y a les marchés qui trinquent, et pas d'ailleurs que les marchés boursiers, puisqu'on a vu la semaine dernière que le marché des obligations pouvait se rappeler à la mémoire de ceux qui pensaient qu'il resterait indifférent. Je pense que c'est James Carville qui disait, le conseiller politique de M. Clinton, et je vois que vous connaissez la citation. Bien sûr. Si je devais un jour être réincarné en quoi que ce soit, ce serait une obligation du Trésor ou le marché obligataire, parce que il est vilain, ce marché obligataire. Ah ben c'est lui le juge de paix à la fin. Et il peut imposer sa loi. En principe, c'est même le rôle de ceux qui gèrent des obligations d'empêcher les gouvernements de faire n'importe quoi. C'est arrivé avec Liz Truss il n'y a pas très très longtemps en Angleterre. C'est arrivé avec Liz Truss il y a quelque temps en Angleterre, quoique je soupçonne que la Banque d'Angleterre ait un peu aidé à se débarrasser de Liz Truss parce qu'elle n'était pas dans le consensus. Donc, n'a pas cherché, je dirais, très fortement à soutenir la livre sterling. Oui, ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, comme ces banques centrales avaient mis des taux d'intérêt extrêmement bas en Angleterre, en Europe, etc., il y avait tous les pauvres fonds de pension qui avaient pris des mesures et des produits qui étaient des produits avec un effet de levier très fort pour essayer d'avoir la rentabilité qu'il fallait. Et puis, quand les taux d'intérêt sont montés de 100 points de base, ce qui fait 1 point ou 1,5 points, eh ben, ils se sont retrouvés perdant 3 fois le capital. Donc, ça voulait dire que tout le système pouvait s'effondrer. Le système de retraite anglais était en train de partir en quenouille, quoi. Donc, c'était pas possible. Excusez ma question très profane, mais pour ceux qui nous écoutent, et justement parce que vous avez cette expérience, est-ce qu'il est possible, avec les moyens qui sont à la disposition du président des États-Unis, de créer un chaos tel que le système, comme vous l'avez dit, parte en quenouille? Et que quelque chose échappe à tout le monde? C'est possible, en effet, mais je vais vous répondre de cette façon-là. C'est que la Chine, depuis à peu près 15 ans, prépare le terrain à cette possibilité-là. Et donc, il est à peu près certain que si quelque chose devait se passer, ce qu'on appelle le cercle de Valérie Pieris, qui est un truc assez rigolo, si vous prenez Hong Kong à peu près comme centre du monde, et vous faites à peu près 3000 km autour de Hong Kong, un rayon de 3000 km comme ça autour de Hong Kong, vous avez plus de 50% de la population mondiale et plus de 70% de la croissance mondiale depuis 20 ans. Ça comprend l'Inde, ça comprend la Chine, etc. Donc, on pourra en discuter si vous voulez, mais ça fait à peu près 20 ans que la Chine est en train d'organiser un système monétaire alternatif au système américain, dont ils pensaient qu'il n'était pas durable puisqu'il était géré n'importe comment. Je précise pour ceux qui nous écoutent que nous sommes au moment d'enregistrer notre podcast le lundi 14 avril et qu'au cœur de ce cercle que vous venez de décrire, il y a Xi Jinping qui est en tournée et qui est au Vietnam, je pense, aujourd'hui,
qui sera au Cambodge, qui ira aussi en Malaisie, qui donc s'assure que ceux qui sont au cœur de cette croissance... Je ne dis pas qu'ils s'en assurent, parce qu'ils y sont tous... ils ont... Par exemple, vous prenez un indice de 5 ou 6 de ces grandes monnaies qui vont la monnaie philippine, la Corée, le Taïwan, le Thaïlande, enfin ces 4 ou 5 grandes monnaies-là, et vous faites un indice équipondéré et vous le comparez par rapport au dollar, vous voyez qu'il y a une extraordinaire volatilité de cet indice depuis 25 ans. Quoi. De temps en temps, ça monte beaucoup, puis ça se crache, puis ça monte, puis ça crache. Et depuis la grande crise 2008-2009, vous voyez que la volatilité vis-à-vis du yuan a baissé une première fois de moitié, une deuxième fois de moitié, une troisième fois de moitié, ce qui fait qu'aujourd'hui, que la volatilité est plus que de 3 ou 4%. C'est-à-dire que les Chinois ont bâti une espèce de serpent monétaire asiatique, et ils ont bâti tous les outils pour que s'il y avait des troubles, Qui pourrait se substituer au dollar? Demain matin. Parce que ce qu'on voit, c'est qu'il y a en ce moment justement beaucoup de volatilité sur le dollar. Bien sûr. Il a perdu, face à l'euro, presque 10% de sa valeur en 2 semaines. C'est en soi un droit douanier, c'est une forme de tarif que Trump, en plus, a imposé à l'Europe, parce que demain matin... C'est là que l'Europe s'est imposée elle-même, parce que ce qui s'est passé, c'est que les Européens, en voyant ce que faisait Trump, s'est dit, je ne suis plus certain ni de mon capital, ni de la rentabilité de mon capital, ni aussi... Parce qu'il disait aussi qu'ils allaient augmenter les impôts sur les étrangers, c'est qu'ils avaient gagné trop d'argent à Wall Street. Donc évidemment, à ce moment-là, vous retirez votre fric tout de suite. Donc, ce qu'ont fait les Européens, les grands fonds de pension hollandais, etc., qui sont nos clients, ils ont simplement pris leur pognon et le ramènent. Et en le ramenant, ils font monter l'euro. Parce qu'ils convertissent évidemment en euros. Évidemment, parce qu'ils ne vont pas rester en dollars. C'est pas possible. Vous avez vu le droit de propriété qu'avaient les Russes sur leurs dépôts en dollars. Vous parlez des 300 milliards qui sont parqués en Belgique. Qu'on leur a piqué. Et que les Ukrainiens et plusieurs Européens voudraient leur retirer pour payer les dommages de guerre. Et vous dites piqué, j'accepte le mot. C'était la propriété des Russes. C'était la première fois dans l'histoire qu'un pays s'appropriait les réserves de change d'un autre pays. Ça n'existait pas. Et en plus, il y a les Belges qui émettent de sérieuses réserves. Oui, mais c'est bien joli, tous ces gens qui émettent des réserves, si vous voulez. L'Europe fait des tas de choses qui sont totalement illégales, inconstitutionnelles, etc. Madame von der Leyen, Monsieur Orban et d'autres poussent des cris, mais ils continuent. Personne ne fait la moindre attention à ce que disent ces gars-là. Donc, on a une espèce de coup d'État permanent en Europe. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est d'ailleurs de voir que quelqu'un comme M. Trump refuse de parler aux institutions européennes, ne veut parler qu'aux pays individuels européens. C'est-à-dire qu'il refuse... De recevoir les représentants de l'Union européenne. De recevoir les représentants. Il dit, ils sont peut-être légaux, mais ils ne sont pas légitimes. Ils n'ont été élus par personne. Ce qui est un rappel un petit peu sain, quoi. Pour qu'une société démocratique fonctionne, il faut que le pouvoir soit à la fois légal et légitime. Puisque vous soulevez cet enjeu de l'argent russe qui était parqué, disons-le comme ça, en Belgique... il était parqué dans les banques centrales. Cet argent, donc s'il devait être subtilisé aux Russes au nom de ce qu'ils ont engagé la guerre et qu'il faut dédommager les Ukrainiens, quels pourraient être, selon vous, les effets pervers pour ceux qui, aujourd'hui, vertueusement disent c'est la bonne chose à faire? Eh bien, c'est tout simple. C'est qu'à ce moment-là, et on va en parler parce que ça s'est produit, ils l'ont fait. Ils ont bloqué ces réserves de change. La Russie n'y a plus accès. Elle vend du pétrole. Elle vend du pétrole par rapport, par exemple, à l'Inde. Et dans le temps, le pétrole, il fallait que vous passiez par le dollar pour le payer. C'était un accord qui avait été passé entre Ibn Saoud et Franklin Roosevelt sur un bateau quelque part dans le Golfe Persique en 1944 ou 1945, je ne sais plus très bien. Et donc, à ce moment-là, les Russes ont été obligés de vendre leur pétrole en roupies, si j'ose dire. Donc, aux Indiens. Aux Indiens. Donc, ça a cassé le monopole de droit qu'avait le dollar sur le paiement du pétrole. Ce qui veut dire une chose extrêmement intéressante, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est qu'il y avait un certain nombre de pays qui, depuis un certain nombre d'années, avaient essayé de vendre leur pétrole en autre chose que du dollar. L'Irak, la Libye, et en général, l'espérance de vie du dirigeant du pays baissait de façon très forte et très rapide à ce moment-là. Il était liquidé très, 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 très vite. Vous ne pouvez pas liquider la Russie comme ça, le dirigeant russe. Et à ce moment-là, dans les semaines qui ont suivi, vous avez la Chine, plus gros acheteur de pétrole saoudien, qui a dit, si ça vous fait rien, aux Saoudiens, maintenant je vais payer mon pétrole
Et ils ont dit oui, les Saoudiens. Ils n'avaient pas le choix. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que tout le monde avait des réserves de change en dollars. Parce que on n'a pas qu'on achetait des choses aux États-Unis. On leur achetait rien, ils vendaient rien, ils n'avaient rien à vendre. Mais on l'achetait pour pouvoir acheter du pétrole. Le deal, c'était les Américains, vous leur vendiez une bagnole, ils vous disiez, c'est gentil à vous, tenez, voilà un billet vert. Vous payez. Et puis le billet vert, vous pouviez le prendre pour le donner à l'Arabie Saoudite pour acheter du pétrole, avec lequel vous faisiez des bagnoles pour les vendre aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis n'avaient pas de contrainte du commerce extérieur, parce que quand ils avaient un déficit, ils pouvaient imprimer des billets. C'est comme... Et plus encore, le dollar américain qui servait dans toutes ces transactions servait beaucoup à financer cet appétit sans fin de consommation des Américains. C'est-à-dire que ce qui se passait, c'est que c'était pas un truc sans fin, mais ce qui se passait, c'est que vous aviez ces dollars qui apparaissaient à l'étranger et qui revenaient ensuite, comme on ne savait pas comment foutre de ces dollars, pour acheter les obligations du Trésor américain qui permettaient au déficit budgétaire américain d'être maintenu. Donc le déficit budgétaire était financé par le déficit extérieur. C'est ce que Rueff appelait le privilège impérial. C'est-à-dire que les États-Unis, mais par contre, le prix de ce déficit, de ce privilège impérial, c'était que les affaires industrielles disparaissaient aux États-Unis, puisqu'elles n'étaient pas compétitives. Donc à la fin, vous vous retrouvez simplement avec une puissance militaire... Financière, pour forcer les gens à acheter ça, pour accepter le dollar. Mais à partir du moment où vous avez cassé le monopole sur l'énergie, parce que l'économie, ça n'est que de l'énergie transformée, Je vous ai souvent entendu le dire et je pense que c'est une belle image. Oui, c'est ça. Donc, à partir du moment où vous pouvez acheter votre énergie avec votre propre monnaie, vous n'avez plus besoin de ces réserves en dollars. Diriez-vous... C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui 8 000 milliards ou 10 000 milliards de dollars qui sont dans les réserves de change des banques centrales et qui ne servent plus à rien. Elles ne servent plus à rien. Elles sont là et qu'est-ce que vous allez en foutre ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que les banques centrales se retrouvent avec des milliers de milliards de dollars en réserve de change avec lesquelles elles comptaient acheter leur pétrole. Mais maintenant, elles peuvent le payer avec leur propre monnaie. Donc, ces réserves de change qui ont été accumulées depuis 30 ans, qu'est-ce que les Américains... Où ces 8 000 ou 10 000 milliards de dollars vont-ils aller dans le futur ? C'est ça la grande question. Parce qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qu'ils vont acheter ? Alors, 2 questions directement liées à ce que vous dites. La première... cette tentation annoncée par Trump 1.0 dans le premier mandat et qui, je pense, participe beaucoup de sa volonté de négocier justement avec ceux qui ont des banques centrales, de convertir les obligations 10 et 30 ans détenues par ces banques centrales en obligations centenaires et peut-être à 0 rendement ou à très petit rendement. Oui, ça s'appelle un défaut. C'est ce que la France a fait en 1797. Ça s'appelait la faillite des 2 tiers. Mais vous croyez que c'est sérieusement envisagé? Je ne sais pas si c'est sérieusement envisagé, mais la réalité, c'est que à partir du moment où vous n'avez plus besoin de dollars pour acheter votre pétrole, si vous vendez quelque chose aux États-Unis, vous n'allez plus accepter ces dollars, parce que vous allez accepter des produits. Donc à partir de maintenant, il faut que les États-Unis se réindustrialisent pour vous vendre quelque chose, si vous leur vendez une bagnole, qui vous vendent un avion. Qui vous donne sinon de l'énergie, parce que ça participe de ce qu'ils peuvent faire. Mais en tout cas, quelque chose de tangible. Le commerce extérieur, dans un monde normal, c'est que vous échangez des produits contre des produits, pas des produits contre de la dette. Là, pendant 40 ans, on a changé des produits contre la dette, mais c'est fini. Alors, ma deuxième question, parce qu'il y a une hypothèse, donc le président tente d'amortir cette très lourde dette en faisant de ses obligations 30 ans des obligations centenaires avec petit rendement. Est-ce qu'il a fait, malgré lui ou délibérément, la démonstration que le roi était nu ou qu'à tout le moins le géant en est un au pied d'argile? Parce que il me semble aujourd'hui que les États-Unis sont plus fragilisés qu'ils ne l'étaient, à tout le moins en apparence, il y a 3 mois. Non, ça avait commencé avant. Maintenant, ce qui est apparu, c'est que c'est apparu. Moi, j'ai écrit des papiers, même un livre là-dessus, il y a 3 ou 4 ans, en disant que c'était inévitable. Dès le moment où les États-Unis, dans les années, en 2012, ils ont externalisé le droit américain sur toutes les transactions en dollars. Par exemple, il y avait eu des transactions entre la France et le Soudan, la BNP et le Soudan, la BNP à Genève d'ailleurs,
pour faire des transactions en dollars. Comme le Soudan était un pays avec lequel les États-Unis ne voulaient pas avoir de relations, ils ont condamné la BNP à 8 milliards de dollars d'amende. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire. Très bien. Et pour donc, avoir transigé en dollars américains. En dollars américains. Donc ils ont externalisé le droit américain sur le dollar. Qu'est-ce que ça veut dire en termes clairs? Ça veut dire que les États-Unis, comme c'était la seule façon d'acheter du pétrole, encore une fois, se réservaient le droit de vie et de mort sur tous les pays. Si quelqu'un n'était pas exportateur de pétrole, il pouvait être privé de pétrole simplement par la décision des États-Unis de le priver de dollars. Oui. Ce qui était une perte de souveraineté inimaginable. Et donc, à ce moment-là, j'ai écrit un papier à tous mes clients en disant « Le dollar comme monnaie de réserve, c'était foutu, c'était il y a 13 ans. » Et il faut que vous vous y habituez, parce que c'est foutu maintenant. Ça va sauter, c'est plus possible. Dans ce face-à-face entre Xi Jinping et Donald Trump, parce qu'aujourd'hui, on voit que les deux véritables oppositions, c'est Washington et Pékin, au-delà de la psychologisation qu'on pourrait faire des personnages, et là-dessus, moi, je spécule pas trop. Moi, j'ai aucune idée. Alors, donc, n'allons pas là. Les Chinois sont en position de force. Oui, ils sont tout à fait en position de force, parce que ils ont mis en place tout ce qu'il fallait pour remplacer le dollar instantanément. Et les gens me disent, mais c'est pas possible. Je leur dis, qu'est-ce que vous me racontez? Par exemple, Hong Kong a une monnaie qui s'appelle le Hong Kong dollar, qui est fixée par rapport au dollar américain. Depuis très longtemps. Ça a été fait par Milton Friedman il y a 40 ans, dans ce qu'on appelle un currency board, c'est-à-dire une espèce d'échange automatique fait entre les réserves de change et la masse monétaire. Bon, c'est un peu technique, mais... Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous regardez les dépôts bancaires à Hong Kong et vous vous rendez compte qu'il y a à peu près 2000 milliards de dollars qui sont en fait des choses qui devraient être en dollars et qui ont été collées en dollars de Hong Kong pour que les Américains ne puissent pas le piquer. Donc, vous avez tout l'appareil industriel asiatique qui, à la place de mettre ses dépôts en dollars américains, les a mis en dollars de Hong Kong. Et l'étape suivante, ça va être s'il y en a un qui est en difficulté, parce que, par exemple, il aurait emprunté des dollars qu'il aurait du mal à rembourser, ben, ce qu'ils vont faire, c'est que les Hongkongais vont arriver en disant « Mais je vous rachète votre dette dans le dollar US, et vous prenez 2 dollars de Hong Kong, et moi je prends des dollars de Hong Kong. » C'est-à-dire que les Chinois ont aujourd'hui un substitut au dollar qui peut remplacer le dollar partout en Asie. Donc, dans ce qui représente, vous le disiez tout à l'heure, à peu près 70% de la croissance mondiale. Et plus de 50% de la population mondiale. Et ils peuvent développer un monde du crédit en dollars de Hong Kong qui, paradoxalement, sera ancré dans les réserves de change en dollars de la Chine ou de Hong Kong. C'est-à-dire qu'ils ont monté un système de crédit en dollars de Hong Kong qui sera ancré dans le dollar américain. C'est-à-dire qu'ils pourront faire des extensions de crédit considérables sans que ça ait aucun effet sur leur masse monétaire et sur leur inflation. C'est-à-dire que là, les États-Unis sont complètement coincés. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour toutes ces banques centrales? Il faut les fermer. La japonaise, qui est le plus grand détenteur d'obligations américaines. Les Belges, qui étaient très, 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 très lourdement... Les Belges, c'est parce que c'est une raison un petit peu spéciale, c'est qu'il y a beaucoup de hedge funds qui ont des fonds en Belgique. Donc, c'était des hedge funds en dollars qui opéraient en dollars, donc c'était des réserves de change. Mais ce n'est pas des vraies réserves de change, ça. Il y a les Chinois qui en ont encore beaucoup, les Britanniques, alors les Canadiens aussi. Encore les Canadiens, parce qu'ils travaillent beaucoup avec les États-Unis, donc c'est normal qu'ils aient des dollars. Mais ces banques centrales... Il faut les fermer, ça ne sert à rien. Parce qu'une partie importante de leur actif est dans une monnaie qui pourrait être bien malmenée. C'est ce que vous dites. C'est-à-dire, vous savez, c'est un petit peu... regardez quand la... Parce que ça me semble lapidaire quand vous dites il faut les fermer. Vous savez comme moi que demain matin, la Banque d'Angleterre ou la Banque du Canada ou encore Ce serait beaucoup mieux si on les fermait. J'en avais discuté, imaginez-vous, avec Milton Friedman, et lui, il était partisan de fermer toutes les banques centrales et de les remplacer par un ordinateur qui augmenterait la masse monétaire locale de 3% par an. Et on fermerait cet ordinateur à clé, on jetterait la clé dans le Pacifique pour que personne ne puisse intervenir. Il disait les banques centrales, ça sert strictement qu'à acheter au plus haut, vendre au plus bas, créer des cycles qui n'ont pas lieu d'être, faire que des bêtises. Vous avez qu'à regarder, par exemple, les succès de la Banque Centrale Européenne qui a foutu l'Europe en l'air depuis 25 ans.
C'est assez remarquable, quoi. Je veux dire, les banques centrales, c'est vraiment les gars dont on n'a pas besoin, quoi. Mais si on les ferme, il faudra aussi se faire à l'idée que les actifs détenus par ces banques n'ont plus la valeur qu'on pensait qu'ils avaient. Oui, vous savez, c'est déjà le cas. La plupart des gens en disent en bourse, tant que j'ai pas vendu, j'ai pas perdu. C'est la plus grosse bêtise qui ait jamais été dite, parce qu'à partir du moment où vous avez votre truc à baisser de 50%, ça vaut pas ce que vous l'avez acheté. Ça vaut ce que ça vaut aujourd'hui et rien de plus. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on va avoir une fuite devant le dollar ? Est-ce que les gens vont maintenant, qui ont des dollars, vont se dire mais qu'est-ce que je fais avec ces trucs-là ? Je vais acheter de l'or, je vais acheter des actions, je vais acheter des terrains aux États-Unis, je vais faire... Alors, parlons justement de ce qui se présente aux investisseurs. Vous écrivez régulièrement à ceux-ci. Vous vous intéressez beaucoup à l'énergie depuis longtemps, Oui. Ne serait-ce que parce que, comme vous le disiez, Oui. tout n'est qu'énergie. L'énergie, c'est un entrant et c'est un sortant, c'est des produits, ou c'est un autre produit qui rentre qui s'appelle l'énergie, puis avec lequel on fait des produits. Et si l'énergie rentrante devient plus chère que l'énergie sortante, si j'ose dire, à ce moment les affaires ne sont pas rentables, et vous avez ce qu'on appelle un bear market, un marché baissier. Mais dans sa forme la plus basique, Oui. L'énergie, c'est le travail physique qu'on peut fournir contre rémunération. Voilà. Et c'est de l'énergie transformée. C'est de l'énergie transformée. Tout est de On l'énergie y met nos transformée. bras, puis on fait quelque chose. Oui. Et donc, ça donne ce que ça peut donner. Alors aujourd'hui, vous êtes un investisseur soucieux, compte tenu du nouveau contexte. Je suis jamais soucieux parce que mon but, si vous voulez, c'est d'être ni pessimiste ni optimiste, mais d'être réaliste. Vous savez, c'est de me dire, bon, alors je regarde cette zone autour de Hong Kong, là, 3000 km, et je me dis, bon, ils ont une banque centrale compétente, ce qui fait une différence, c'est la banque. Ils ont monté des systèmes, ils ont des systèmes internationaux d'aide. La Banque centrale chinoise a passé des swaps, c'est-à-dire des accords de prêt instantanés entre banques centrales avec toutes les banques centrales de la région, y compris avec le Brésil d'ailleurs. Et donc s'il y a un problème de pénurie de dollars... ils auront une alternative. Ils n'iront pas au FMI. Ils iront directement voir la Banque centrale, ils disent, tu vois, on met en route le swap, et puis c'est fini, quoi, ça. Donc, avec le FMI, ça ne sert plus à rien maintenant, c'est complètement fini. Et donc cette zone-là va avoir une stabilité monétaire importante. Les marchés obligataires chinois deviennent ce qu'on appelle le marché sans risque, puisque depuis 7 ans, je crois qu'une obligation américaine a dû baisser de 25 ou 30% en termes réels, et une obligation chinoise est montée de 25 ou 30% en termes réels en dollars. Un investisseur lambda peut acheter des obligations chinoises? Oui, il peut. Moi, c'est ce que j'ai recommandé à tous mes souscripteurs depuis très longtemps. Maintenant, le taux à 10 ans est à 1,3 ou 1,4, donc c'est plus vraiment la peine. Mais quand c'était à 4 ou 5, c'était bien. Donc j'avais recommandé tout ça, oui. Et on le fait comment? Vous passez, il faut avoir des indices. Vous pouvez acheter des indices. C'est un peu plus difficile que d'acheter une obligation française, mais vous avez des gens qui sont spécialistes et qui font ça. C'est les grandes maisons de gestion, souvent des fonds obligataires chinois. Donc, votre regard est beaucoup tourné sur l'Asie en ce moment? Il y a plusieurs choses. Vous avez l'Asie, donc cette zone-là, mais il y a la deuxième chose qui me paraît tout à fait évidente, c'est que quand on a barboté les réserves de change de la Russie, et quand on lui a dit « vous sentez des pieds, on ne va plus acheter votre énergie », les Européens et les Américains, bon, les Américains n'en achetaient pas du tout, il n'y a que nous qui en achetons, mais enfin... À ce moment-là, les Russes se sont retrouvés dans une situation très difficile parce qu'ils n'avaient plus qu'un seul acheteur, c'était la Chine. Et si vous êtes dans le monde des affaires et que vous avez qu'un seul... C'est très mauvais d'avoir un seul acheteur. Surtout si c'est la Chine. Parce qu'en général, ils le savent. Ils ne font pas de quartier. Oh, c'est pas détendre. Hein, ça, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ils sont peut-être communistes, mais ils sont pas gentils. Comme... En fait, c'est les pires capitalistes qui existent, les Chinois. Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est assez facile à comprendre, c'est que les Russes se sont dit, il faut que je trouve un deuxième acheteur. Donc, ils ont fait d'immenses lignes de communication qui partaient, mettons, soit de la mer Noire, soit de la mer Caspienne, qui est à côté, là, vers le sud, et ils ont ouvert des lignes de communication qui arrivent littéralement dernier port en Iran, vous voyez, clac. C'est pour ça que l'Iran est très important pour les Russes. Et donc aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire, toutes les matières premières qui sont produites au nord de l'Himalaya, dans cette immense masse terrestre qui est au sud, là,
peuvent aller en Inde. C'est la première fois dans l'histoire que ça arrive. Et l'Inde peut les payer dans sa propre monnaie. C'est une révolution. Ça veut dire que l'Inde n'a plus de contraintes du commerce extérieur. Elle peut payer. Il va y avoir un boom dans l'océan Indien, parce que tout ce monde-là, c'est 4,5 milliards de personnes, vont commencer maintenant à faire du commerce les uns avec les autres, alors qu'autrefois, ils faisaient du commerce qu'avec nous, mais pas tellement les uns avec les autres. Là, ils vont se networker, littéralement, je ne sais pas comment dire en français. Je vais mettre en réseau. Voilà, ils vont se mettre en réseau, et pour ça, il faut bâtir des routes, des ponts, des hôpitaux, ça va être gigantesque le boom là-bas. Et ils n'auront surtout plus besoin de faire tout ça en dollars américains. Exactement. Et les réserves c'est la zone du monde qui a un excédent d'épargne. Ils avaient un excédent d'épargne qu'ils mettaient dans nos marchés obligataires pour leurs réserves de change, soit américains, soit allemands. Mais maintenant, ils n'en ont plus besoin. Et donc, ils vont les mettre dans leurs infrastructures. Parce qu'ils coûtent très cher, les infrastructures. Hein. Ça coûte très, très cher. Donc, ils vont faire développer ça. Donc, des trains vont être construits ou des réseaux ferroviaires, des routes, des ports. Aéroports, des ports, tout ça, ça va être absolument gigantesque. C'est un boom comparable à celui de la Chine dans les 30 dernières années où il n'y avait aucune infrastructure et ils ont tout mis en 30 ans. Maintenant, la prochaine étape, c'est toute l'Asie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces développements vont être financés certainement pas à partir de Wall Street, puisque c'est contre les intérêts des États-Unis et ces gens perçoivent les États-Unis comme un ennemi potentiel. Ça va être donc le centre financier du monde, ça va devenir Hong Kong. Hong Kong, ça sera beaucoup plus gros que Wall Street dans 20 ans. Il y a donc un réel déplacement maintenant de la finance complet. Donc, de Londres à New York et de New York vers... Alors, Hong Kong a toujours été une place financière importante, mais là, les Chinois qui ont bien préparé le coup... Ils ont tout préparé. Et ce qui est très intéressant, c'est que si cette épargne excédentaire qui allait chez nous et qui maintenait nos taux d'intérêt bas s'en va, c'est un problème de baignoire, si vous voulez. C'est que les taux d'intérêt vont monter chez nous. Parce que comme la rentabilité du capital investi va monter très fortement en Asie... comme tout ça, c'est des vases communicants, il va falloir que les taux d'intérêt montent chez nous. Or, il y a un certain nombre de pays... Pour rendre appétissantes nos obligations et autre chose. Simplement, voilà. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que la France saute. Parce que si les taux d'intérêt sont à 5, avec la dette qu'on a, on est cuit. On est fait comme des rats. Les Américains sont dans une situation assez semblable. Semblable, mais eux, ils peuvent imprimer leur monnaie. Nous, on ne peut pas. Dans l'euro, on ne peut pas. Donc, ça veut dire qu'on arrive dans une situation de rupture... où cette espèce de monde qui se développe là, qui a une rentabilité très forte du capital investi, va automatiquement déclencher une hausse des taux. Alors, je vous pose une question qui est liée à ce que vous dites, mais qui est vraiment une curiosité parallèle. Et je l'ai posée auprès des gens qui m'écoutent, ici comme au Canada. Quand un président peut être désigné comme le seul responsable d'une pareille déroute, quand un homme peut... Alors, je comprends que c'est multifactoriel et que depuis des années, les choses se préparent. Oui, bien sûr. Alors, pour employer une expression qui est bien québécoise, j'ai dit « il joue avec les poignées de sa tombe ». Oui. Il y a beaucoup de gens puissants qui vont tout faire pour que ça n'arrive pas. Mais déjà, ils ont essayé de le tuer 2 fois. Parce que lui... Alors, quelle est la réaction de Trump à ça ? Et il a compris. La réaction de Trump à ça, c'est de dire « Bon, écoutez les gars, on a commencé une guerre, parce que quand on dit que c'est la Russie qui a commencé la guerre, c'est un peu une plaisanterie, puisqu'elle avait commencé en 2014, quand ils ont commencé à bombarder les populations russes du Donbass, les Ukrainiens, et qu'il y a eu un coup d'État organisé par la CIA contre le président de l'époque, qui avait été fait par, comment s'appelait cette dame, Yanukovych. Non, c'était le président, c'était Yanukovych, mais la dame qui avait organisé, elle s'appelait Victoria Nuland. Madame Nuland, qui était la secrétaire d'État adjointe responsable des affaires européennes. Qui a fait le coup d'État là-bas. Donc, en fait, c'est les Ukrainiens, les Américains qui ont commencé cette guerre. Ils ont peut-être graissé certains engrenages. Je ne sais pas si les Américains ont pu orchestrer tout ça seuls. Mais enfin, oui. Enfin, quand, par exemple, la guerre avait commencé, il y avait très rapidement, il y avait un cessez-le-feu qui avait été négocié avec les Turcs et Johnson est allé pour dire aux Ukrainiens de ne
pas signé. Là, on est en 2022. Printemps 2022. À Pâques 2022, Ouais. la guerre pouvait s'arrêter. Ça faisait quand même 1 million de morts de sauvés, quoi. C'était pas mal. Donc, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il s'est dit, bon, on a perdu la guerre, et quand vous analysez ça, vous vous rendez compte que les Américains perdent la guerre, ça ne les gêne pas, parce que c'est ce qu'ils font toujours. Ils n'en ont pas gagné une depuis la guerre de Corée, qui était un match nul. Mais sinon, depuis la guerre de 45, ils n'ont rien gagné. Ça n'a pas été glorieux. Pardon. Parce en Grenade, ils sont intervenus avec succès. Voilà, avec Grenade, c'était Reagan, c'était Ronald Reagan. À la Grenade, ils sont arrivés. Avec succès. Mais la résistance n'était pas terrible. La résistance n'était pas terrible, il y avait tout de suite 300 gars là-bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on a perdu la guerre, et quand vous regardez pourquoi ils ont perdu la guerre, pour la première fois, c'est parce que leur armement était très inférieur à celui des Russes. Ce qui était une innovation extraordinaire. C'est-à-dire que l'artillerie russe était meilleure. La liaison entre l'artillerie russe, les drones, les satellites étaient bien meilleurs. Les Russes ont des systèmes hypersoniques qui peuvent descendre, qui voient 10 fois la vitesse du son et qui peuvent donc faire sauter les 12 porte-avions américains en 5 minutes. Oui, c'est vrai, de tout pays qui a un porte-avions aujourd'hui, c'est des mastodontes très vulnérables. Et donc ça veut dire que ça ne sert plus à rien. Toute la puissance des États-Unis, c'était leurs 12 flottes. La capacité de projection. La capacité de projection, c'est fini, ils sont morts. Donc ils se sont dit, on est cuit. Militairement, on est cuit. Donc ils arrivent en Europe avec M. Vance, et ils disent aux Européens, les gars, on ne peut plus vous protéger. Gros désespoir des Européens. On ne peut plus vous protéger, c'est fini. On ne veut plus d'ailleurs. On ne veut plus. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire Trump? Il est en train d'essayer de créer la forteresse américaine. C'est-à-dire où on se replie aux États-Unis, on ramène tout aux États-Unis, et puis on a d'un côté le Pacifique, de l'autre côté l'Atlantique, et puis personne ne va venir nous chercher là-bas. La zone continentale. La zone continentale. C'est peut-être pour ça qu'ils essayent de dire au Canada, si vous voulez, venez chez nous, parce que c'est... Ou au Groenland d'ailleurs, c'est la même chose. Et donc, ils essayent de faire ça. Donc, le but de Trump, c'est de prendre acte du fait que ses prédécesseurs ont créé ce désastre, et que maintenant, la seule solution, c'est America First, c'est de revenir à la doctrine Monroe. Personne ne vient nous embêter dans notre domaine, on ne mettra personne à l'extérieur. C'est ça le deal. Et c'est pas complètement idiot. Mais vous êtes bien conscient que s'il a été précédé sur cette route, il pourrait devenir aujourd'hui le seul responsable de cette déroute. C'est pour ça qu'il y a une contradiction. Absolument. Il pourrait être le seul. Il y a quelque chose qui n'est pas crédible, c'est que dans ce cas-là, à partir du moment où il décide de réindustrialiser les États-Unis et d'en faire une espèce de forteresse imprenable, il devrait être plutôt aimable avec la Chine et avec les autres en disant « Écoutez les gars, vous allez nous aider à réindustrialiser. » Or là, il agit comme s'il était encore le maître du monde. En pleine capacité. Et ça, c'est idiot. C'est ça qui me trouble beaucoup avec Trump en ce moment, c'est que le début de son mandat a été assez bien, mais là, cette histoire de mettre les droits de douane sur les Chinois à 125%, c'est complètement idiot parce que... Mais c'est de l'automutilation. Oui, c'est de l'automutilation, mais le vrai problème, c'est que vous avez aujourd'hui, grâce à la globalisation qu'on a eue, ou à cause de la globalisation qu'on a eue depuis 30 ans, vous avez toute une série de choses qui sont absolument nécessaires à la renaissance d'une industrie américaine, mais qui ne sont plus faites du tout aux États-Unis, mais en Chine. Je vous donne un exemple. Dans l'immobilier, il n'y a plus aujourd'hui, si vous faites des bâtiments nouveaux, personne qui fait des robinets aux États-Unis, qui fasse des valves, qui fasse des tuyaux, qui fasse tous ces trucs-là qui sont nécessaires. Donc, ça se fait un peu au Canada. Il y a une grande entreprise qui s'appelle Velan, qui fait d'ailleurs des affaires d'or et qui se spécialise dans ces valves, entre autres. Oui. Mais les Américains n'ont probablement pas beaucoup investi dans ces secteurs depuis longtemps. Ils n'ont rien, ils n'ont plus rien. Ils ont quasiment plus d'acier. Si vous n'avez plus d'acier, comment vous faites des tuyaux, des baignoires, des poutres pour les maisons, etc. Donc... C'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'ils laissent d'ailleurs les Japonais revenir acheter ce grand groupe qui est dans l'acier, à qui on avait interdit la transaction parce que ça menaçait les intérêts. La seule chance qu'ils ont, c'est que le Japonais tombe un peu dans leur camp parce qu'ils font encore ça. Donc, ce serait une façon de substituer le Japon à la Chine, mais ça ne se fera pas en 5 minutes. Donc, pour moi, je comprends très bien ce que font les États-Unis, ça me paraissait parfaitement logique, la forteresse américaine. Et à ce moment-là, ceux qui ont des dollars, s'ils bâtissent la forteresse américaine, ils pourraient s'acheter des actifs à l'intérieur des États-Unis,
des terrains, des immeubles, etc., en disant, bon, ben, ça va marcher. À la place d'avoir des obligations, je vais avoir un immeuble à Wall Street ou j'en sais rien. Vous voyez. Du tangible. Du tangible et des trucs que je convertis mon pognon en tangible dans la zone. Mais à partir du moment où ils disent, je vais augmenter les impôts sur les étrangers, par exemple, ben, les étrangers, ils vont pas venir non plus. Donc, il y a une espèce de contradiction. Je veux punir la Chine, mais si je punis la Chine, je ne peux pas me réindustrialiser. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, là. C'est une faute logique, non? Il y a probablement plus d'une faute logique dans ce que nous avons vu, ce qui nous a été présenté, en fait, depuis quelques semaines. C'est-à-dire, jusqu'à il y a 15 jours, c'était pas idiot, c'était robuste, mais enfin, on connaissait le Trump. Mm-hmm. C'est un personnage qui est assez robuste. Alors, si vous devez investir aujourd'hui, allons-y par catégorie. L'énergie, vous y croyez encore? Tout à fait. Mais alors, ce qui se passe, un phénomène très curieux dans l'énergie qui m'a beaucoup surpris, c'est en liaison avec l'écroulement du marché obligataire. Parce que normalement, dans les marchés des actions, dans les marchés financiers, pardon, quand les marchés se pétaient la gueule, les marchés mondiaux ou le marché américain d'ailleurs, ce qui se passait, c'est que quand ça devenait un peu sérieux, les obligations américaines se mettaient à monter parce qu'elles étaient ce qu'on appelle antifragiles. Un refuge. Un refuge. C'est-à-dire que, alors, donc, quelqu'un qui arrivait dans une crise avec, mettons, 50% d'actions, 50% d'obligations, comme en 87, à une époque où je gérais de l'argent, le marché baisse de 27% en une journée, c'est dur, le marché des actions, mais les obligations montent de 15%. Donc, vous prenez une claque, enfin, vous vous en foutez. Et alors, ça a commencé comme ça, et puis je crois que c'est le mardi ou le mercredi, je me souviens plus très bien, d'un seul coup, au milieu de la journée, à la place de monter, pendant que les marchés des actions se pétaient la gueule, les marchés des obligations se sont mis à se péter la gueule aussi. Ça veut dire que pour la première fois depuis 1945, le dollar cesse d'être antifragile. C'est-à-dire qu'il ne sert plus à rien dans une diversification de portefeuille. D'un seul coup, il ne sert plus à rien. Et cette démonstration, on l'a faite dans les 2 dernières semaines. On l'a faite dans les 2 dernières semaines. Donc, on vient de vivre quelque chose de très important, d'extraordinairement important. Mais alors, tous les gens qui gèrent de l'argent se sont dit, alors là, ma diversification qui marchait ne marche plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais à ce moment-là, je vais vendre le truc qui va vraiment baisser s'il y a une récession, une dépression mondiale, et c'est le pétrole. Et ils se sont mis à vendre le pétrole comme des malades sur les futures. Hein. Et ce qui s'est passé, c'était assez rigolo, c'est que la vente de pétrole sur les futures, etc., a été très supérieure à ce qui s'était passé, par exemple, quand il y avait eu le Covid. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu... On a survendu. Mais ils sont tous vendus comme des fous parce que c'était la seule diversification qui leur restait pour se protéger contre une dépression. Et donc, on a vu s'écrouler le pétrole et les actions pétrolières. Et je me disais, mais pourquoi ça? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'en avais. Puis je dis, tiens, c'est bizarre. Et donc, on voit la rapidité d'action des marchés financiers. Ils se sont dit, les obligations, ça ne marche plus. Il faut que je trouve un truc. Et ceux qui pouvaient se sont mis à découvert sur le pétrole. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si par exemple, l'économie ne se plante pas comme ils le pensent... Il pourrait y avoir un squeeze géant. Il peut y avoir un squeeze géant dans l'autre sens. Oui, pour expliquer ce qu'est un squeeze aux profanes qui nous écoutent, oui. Charles? C'est que les gens ont vendu quelque chose qu'ils n'avaient pas, et si ça monte, ils sont obligés de le racheter à toute allure, et à ce moment-là, ça monte encore plus vite. Et à plus forte raison quand on vend à découvert ou qu'on décide de vendre des options à la baisse et que ça se met à monter. Voilà. Et là, évidemment, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Donc, ce que j'essaye de dire, c'est qu'on avait une espèce de stabilisateur automatique dans les marchés qui était le marché obligataire américain, et qu'il n'y en a plus. Ça veut dire que les marchés vont être beaucoup plus volatiles. Sauf en Asie, parce que là, ils ont le stabilisateur chinois qui est là. La constante des prochaines semaines et des prochains mois pourrait être la volatilité. En tout cas, dans nos marchés européens et nord-américains. Et nord-américains, par exemple, on a des contacts, parce que c'est des clients avec des grands fonds de pension hollandais, qui ont énormément d'argent. Et ils nous disent qu'ils sont obligés maintenant de vendre massivement les États-Unis, parce que justement, pour toute une série de raisons, en particulier que les États-Unis sont plus politiquement corrects dans ce qui concerne l'écologie. Donc, ils sont parfois des obligations presque politiques de vendre. Donc, ils vendent comme des fous. Ils ramènent le pognon en Hollande, c'est la moindre des choses, dans la monnaie hollandaise. Et donc, l'euro monte comme une fusée. Mais si l'euro monte, on est cuit.
Pour exporter, c'est pas terrible. Ben surtout quand vous avez déjà la Chine qui vous taille des croupières partout, si vous êtes 10% plus cher. Le seul fait du taux de change. Par le seul fait du fait que les fonds de pension hollandais qui s'étaient abrités aux États-Unis contre les bêtises européennes se retrouvent obligés de retourner en Europe, ils sont pas tellement tranquilles. Hein. Mais est-ce qu'il ne serait pas intelligemment contre-intuitif de se dire il faut peut-être investir aux États-Unis en ce moment? Ah ben moi, il y a des tas de... En tout cas, ce que vous devez avoir aux États-Unis, c'est pas du tout impossible, mais il faut avoir que des choses qui soient pas dans les indices. Parce que vous avez... Tous ces gens, ils ont acheté des indices. Et ils vont vendre des indices. Donc, parce que pourquoi ils achetaient des indices? C'est parce qu'ils voulaient être dans les 7 grosses, là. Mm-hmm. Et donc, ils achetaient le reste, ils s'en foutaient, ça n'était pas tellement important. Mais c'était les Magnificent Seven. Magnificent Seven. Mais d'un seul coup, ça faisait 30% du portefeuille, allez, puis 70%, c'était d'autres trucs. Mais s'ils vendent parce que les grosses, là, maintenant, vont en prendre plein la tête, ce qui n'est pas impossible, ils vont vendre les 70% qui restent. Donc, les seules actions que vous devez acheter aux États-Unis, c'est celles qui ne sont pas dans les indices. Parce que dans les indices, vous savez, c'est ce qu'on disait en bourse, hein, et quand la police fait un descente sur un bordel, elle amène tout le monde, même le pianiste. Hein, et c'est ce qui arrive avec les indices, c'est évidemment sont canardés les titres les plus vulnérables qui pèsent si lourd dans les indices. Alors là, ils les vendront parce qu'ils veulent se débarrasser de ces titres qui sont hors de prix, parce qu'il y a l'exceptionnalisme américain, mais tout ça, c'est fini. C'est fini? L'exceptionnalisme américain, maintenant, vous trouvez que ils étaient censés dominer l'intelligence artificielle pour les 40 ans qui viennent, et puis ils avaient dépensé des centaines de milliards de dollars. Et puis, les Chinois ont trouvé un truc qui fait aussi bien, mais beaucoup moins cher, et sans les puces de Nvidia. Donc, du coup, vous dites, pourquoi je paierais ce truc-là à 30 fois les ventes, alors que je peux acheter un truc en Chine qui est à 3 fois les bénéfices, quoi. Donc oui, c'est fini. Encore une fois, le but du capitalisme, c'est quand même d'essayer de monter un monopole qui est soutenu par l'État. Comme ça, vous êtes tranquille et vous transformez le profit, qui est un risque, en une rente. Bien sûr. Vous essayez de transformer le profit dans une rente. C'est une fois que vous avez bien réussi, c'est ce que vous essayez de faire. Et donc, c'est ce qu'avaient fait les grandes sociétés, ces 7-là. C'était toutes des monopoles qui étaient en train d'essayer de se transformer en rente. Et il y a 3 gars dans une cuisine en Chine qui ont trouvé une façon de faire la même chose que ce qu'elle faisait, mais à un 100 millième du prix. Au 10e, 100e, millième du prix, oui. Et donc, pouf, c'est toujours comme ça que marche le capitalisme. Il y a toujours un gars dans une cuisine qui fait sauter les tentatives de monopole. C'est pour ça que c'est génial. Bon, je ferai le pari que c'est pas un seul gars dans une cuisine avec la Chine. Il y a peut-être eu quelques appuis, mais... Oui, mais enfin, par exemple, ils ont trouvé une façon de faire tourner des systèmes d'intelligence artificielle extraordinairement puissants avec des puces normales, pas des puces de Nvidia, quoi. Donc, en tout cas... Les Américains avaient dit, aux Chinois, vous n'aurez pas accès au Nvidia. Très bien, disaient les Chinois. Nous trouverons des solutions. Ils ont trouvé une solution. Fin de la discussion. Donc, je reviens à la question sur l'énergie, parce que, justement, si on parle d'intelligence artificielle, elle est vorace. Vorace, pour tout ce qui... Pour l'énergie, c'est un changement de paradigme substantiel. Si on conduit beaucoup moins dans 5 ans, je fais le pari, moi, qu'on consommera davantage d'énergie. Et d'ailleurs, et ça se voit dans l'électricité, et c'est là où il y a un vrai problème. C'est que la demande d'électricité, à l'heure actuelle, entre l'Inde, la Chine, les États-Unis, d'électricité, pas d'énergie, je crois, est de 4 ou 5% par an. En plus. Mais cette électricité, il faut la produire. Mais justement, si on ne fait pas de centrale, si on ne fait pas de centrale nucléaire, si on ne fait pas de... elle va venir d'où de cette électricité? Alors, vous diront certains les éoliennes, le solaire. Vous rigolez? Alors, je ne rigole pas. Je vous fais la supposition, mais c'est sans compter le gaz. Surtout que ça ne marche pas du tout. Par exemple, il y a 20 ans, la consommation d'énergie dans le monde, c'était 80% d'énergie fossile. On a investi, je ne sais plus combien de milliers de milliards de dollars dans les éoliennes. Puis on est à 77% aujourd'hui, je pense. 80? Ça n'a pas bougé? Ça n'a absolument pas bougé. Donc tout ça, et en plus, les systèmes-là sont très inefficients parce que ce n'est pas de l'énergie verte, c'est de l'énergie temporaire. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de soleil et s'il n'y a pas de vent, votre truc, ça ne marche pas. Donc, il faut que vous ayez des systèmes alternatifs que vous mettez en route au cas où il n'y a ni soleil ni vent. Et donc, c'est des systèmes qui sont en plus complètement décentralisés, alors que depuis le début des temps, l'énergie, c'est que vous partez d'une forme d'énergie pour aller vers une forme d'énergie de plus en plus concentrée. On est parti du bois pour arriver à l'atome, quoi.
Et maintenant, d'un seul coup, on refait des trucs qui sont complètement décentralisés, et donc simplement ramener l'énergie au centre pour la redistribuer à partir du centre, faisant bouffer déjà 25 ou 30% qui ne servent à rien. C'est idiot. Tout ça, c'est complètement idiot. Donc, l'énergie, vous êtes encore attablé là-dessus. Alors, la seule chose qui pourrait détruire l'énergie, si quelqu'un faisait enfin marcher la fusion. La fusion nucléaire. C'est tout. Ce qui est possible, mais ce n'est pas demain matin. Maintenant, moi, depuis que je suis dans ce métier, on parle de la fusion nucléaire depuis. Mais les Chinois sont arrivés à 1 seconde et demie, je ne sais pas quelle température, et les Français, là, à Cadarache, là, je ne sais plus où, là où vous êtes dans le sud, là, ils ont tenu presque de 2 secondes. Donc ça commence, on fait des progrès, c'est net. Oui, tout à fait. Sinon que le coût d'énergie pour arriver à 7 secondes en ce moment est démesuré. Mais à terme, c'est comme quand on a décodé le génome, ça a coûté une fortune. Mais maintenant, ça ne coûte plus rien. Ça ne coûte plus rien. Donc c'est possible que ça arrive. Oui. Mais c'est le seul risque. Ça serait un risque pour l'or aussi, parce qu'à partir du moment où on a une énergie infinie, on peut faire de l'or. Avec d'autres métaux. On le transforme, on transforme le plomb en or, si j'ose dire. C'est le vieux rêve des comment on appelait ça là au Moyen-Âge, les chimistes. Les alchimistes. Les alchimistes. Les voilà. alchimistes. Les alchimistes. Les plus sages d'entre nous vous diront que l'alchimie, en fait, concerne essentiellement l'être, qui peut de manière alchimique se calciner, se refaire et devenir quelque chose de supérieur. Mais bon, n'entrons pas dans ces zones. Parce que là, on n'est pas parti. Là. On est parti pour longtemps et on n'est effectivement pas parti. Mais puisque vous parlez d'or, je constate comme tout le monde que le cours de l'or, et alors là, il y a des raisons. On voit que les Chinois, par exemple, se préparent depuis très longtemps. Les Suisses ont exporté des quantités folles. Moi, j'en connais un certain nombre de ce qu'on appelle des raffineurs d'or en Suisse, qui sont les plus grands du monde. Vous savez, vous prenez des petits morceaux d'or et vous en faites des lingots. Quoi. Ils me disaient que depuis 6-7 ans, ils ne travaillaient que pour la Chine. Donc, ils ont beaucoup plus d'or que ce qu'on pense. Ce qui veut dire qu'ils vont essayer ce système qui va se mettre en Asie, il aura probablement une contrepartie en or. Déjà... L'inverse, donc, de ce qu'avait fait M. Nixon en 71, qui avait choisi, lui, de découpler la valeur du dollar de son étalon or. Là, les Chinois pourraient, à l'inverse... Le pari que vont faire les Chinois, c'est que, par exemple, depuis 2012, qui est quand même assez long, vous avez acheté de l'or, vous avez acheté une obligation chinoise, en dollars, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que l'obligation chinoise was as good as gold. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le pari, ça va être de dire, écoutez, vous pouvez mettre réservé en or, si vous voulez. Vous pouvez mettre en obligation chinoise. Et si vous avez trop de yuan, trop de renminbi, écoutez, je peux vous filer de l'or si vous voulez. Et déjà, le 2e ou le 3e marché à terme du pétrole au monde, c'est à Shanghai. Et si vous pouvez solder vos pertes ou vos gains, etc., en or. C'est-à-dire que déjà, ils ont introduit la relation entre le pétrole et l'or. Vous seriez au cours actuel de l'or encore acheteur? C'est ce que m'avait... J'avais un vieil ami suisse qui s'appelait... qui m'a aidé au départ de ma carrière, qui s'appelait M. Gutzwiller, qui était un banquier à Bâle depuis très longtemps. On lui parlait du franc suisse contre la livre sterling, qu'il fallait acheter de la livre sterling parce qu'elle avait beaucoup baissé contre le franc suisse. Et il me disait, j'ai connu le franc suisse à 14, à 10, à 7, à 3... À quel moment je devais l'acheter? Tant que les imbécilités monétaires de l'Occident continueront, en quelque sorte, ce que j'essaye de vous dire, c'est que l'or, 1 gramme d'or, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 1 gramme d'or, rien d'autre. Et ce qui est en train de se passer, c'est que nos monnaies, en particulier le dollar, sont en train de baisser fortement contre l'or. Mais l'or, c'est par définition la valeur standard. Et si quelque chose baisse contre l'or, vous aurez l'impression que l'or monte. Mais il ne monte pas. 1 gramme d'or, c'est toujours 1 gramme d'or. C'est des choses qui se dévaluent. C'est le reste qui se dévalue. Donc l'or ne monte pas. Donc est-ce que je dois continuer, comme je sais qu'il y a 8 000 milliards de dollars dont personne ne sait ce qu'ils vont devenir? Je me dis, s'il faut les transformer en or, je crains que le gramme d'or ne vaille plus d'ici quelques temps en dollars, mais simplement parce que le dollar a baissé. En quelque sorte, toutes nos monnaies fiat, elles baissent tout le temps, mais il y a quelques-unes qui ont des gros parachutes, comme le franc suisse, puis il y en a qui n'ont pas tellement de parachutes comme le dollar en ce moment, et donc quand vous êtes dans le dollar, vous avez l'impression que le franc suisse monte, mais simplement, il baisse plus doucement. C'est relativement à d'autres choses. Donc si vous le mettez par rapport à l'or, oui, ça baisse très vite.
Des actions, vous croyez que c'est encore une manière de... Bien sûr, parce que regardez, le boom qu'il va y avoir en Asie, ça va être une hausse de rentabilité. Alors vous prenez des grandes sociétés françaises qui n'ont rien à voir avec la France, comme Schneider, qui est le leader mondial de la petite électricité, de la liaison entre l'électricité et tout ce qui est intelligence artificielle, ou Air Liquide ou des sociétés comme ça. Elles vont gagner un fric en Asie, ça va être inouï. Donc la seule façon pour un Français de se protéger, c'est d'acheter ces remarquables sociétés françaises qui n'ont rien à voir avec la France, mais qui sont cotées à Paris. Mais oui, elles vont gagner de l'argent gros comme elles. Je vous ai demandé il y a peut-être maintenant 20 quelques minutes si le personnage Trump était en danger. Il l'est nécessairement parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont convaincus que leur puissance est directement menacée par ce qu'il a fait ou ce qu'il a révélé. Parce que ce qu'on comprend, d'un coup, je reviens toujours à la même image, mais c'est que le roi est nu. Ça fait un petit moment que le roi est nu. Et donc, moi, j'étais content au début de Trump, parce que je me disais, il va organiser... Et ça, c'est jouable, le coup de transformer les États-Unis en forteresse américaine. Les États-Unis étaient un empire, ils sont en train d'essayer de devenir un État-nation. Donc, c'était jouable. J'abandonne l'empire, et puis je redeviens l'État-nation. Un pôle de puissance dans un monde multipolaire. Et comme ils sont protégés par les deux grands océans, là, personne ne va venir leur chercher des croupières au milieu, parce qu'il n'y a pas de raison d'y aller. Il n'y a que des coups à ramasser, il n'y a rien à gagner. Mais à ce moment-là, ça se fait à condition de ne pas se mettre mal avec les gars dont il aura besoin. Par exemple, s'il a besoin de remonter une industrie, c'est difficile de remonter une industrie aujourd'hui en se mettant la Chine à dos. Puisque c'est eux qui dominent complètement l'industrie mondiale aujourd'hui. Donc, il aurait dû s'arranger, mais j'ai l'impression qu'il y a les deux gars qui s'occupent du commerce extérieur chez lui. Nick Bessent? Non, Nick Bessent, il est intelligent, mais c'est Navarro, et l'autre qui s'appelle Ludwig, ou un nom comme ça. C'est deux crétins. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Musk. Il a dit, ce sont des gros crétins. Et donc, j'ai peur qu'il soit laissé entraîner dans une espèce de bataille de cours de récréation qui n'avait pas lieu d'être. Il est maintenant trop tard. Le génie... c'est un out of the battle, mais ce qui est intéressant avec Trump, c'est que ça ne le gêne pas de changer d'avis. Ça, on l'a compris tous très bien. Ils sont contre fous. Ah, je me suis trompé, c'est pas grave, les gars, on va faire autre chose. Non, il ne dit pas je me suis trompé. Non, il dit pas je suis trompé, mais on va faire autre chose. Il va dire il y a eu un petit sentiment d'insécurité sur les marchés. Oui. Yippish feeling, je ne sais pas comment il a dit ça la semaine dernière. Donc, j'ai moi instantanément trouvé une solution. Et hop, le marché obligataire s'est replacé. C'est replacé. Mais il s'est replacé à 4,50 à la place d'être à 3,90. Donc, il a quand même pris 50 ou 60 points dans les bas. Sinon, que le 20 janvier était à 4,65. Oui, c'est ça. Mais il avait baissé pour protéger le marché des actions. Et puis, d'un seul coup, paf, il a cessé de protéger. Le fait, c'est pas qu'il ait baissé ou monté, c'est qu'il ait cessé de protéger. C'est ça qui a été l'innovation. Extraordinaire. On assiste donc, je répète, parce que tout à l'heure, on s'en est parlé, mais je pense que c'est suffisamment important pour qu'on en prenne la mesure. Nous assistons à quelque chose qui ressemble à un changement paradigmatique. On n'est plus dans le même monde aujourd'hui, 14 avril, que nous l'étions le 1er avril. Exactement. Et donc, dans les marchés financiers, tous les calculs de rentabilité espérée, etc., sont faits parce qu'il est convenu d'appeler le placement sans risque. Et le placement sans risque, c'était le 10 ans américain. Donc, tous les calculs de valeur actualisée de present value, ça, c'était toujours fait par rapport aux 10 Américains. Vous rajoutiez 100 points de base, 200 points de base, 300 points de base. Rien. Mais maintenant, si le placement sans risque devient risqué, tous les calculs que vous avez faits sur les espérances sur les gains escomptés, ça vaut zéro. Mais par extension de ce que vous dites, les centaines de millions de retraités partout, en Occident, qui dépendent de fonds de pension qui ont été provisionnés, construits en fonction de ces théorèmes, qui instantanément, peut-être, ne sont plus applicables et qui n'ont pas le loisir de changer instantanément ces investissements. Pourquoi croyez-vous que j'ai lancé l'Université de l'épargne? C'est pour aider tous ces pauvres gens qui vont se retrouver sans rien. Il y a un risque? Mais évidemment. Considérable. Expliquez. Écoutez, j'en sais rien, mais... si vous en saviez rien... Non, mais on peut l'expliquer, c'est assez facile à dire.
Vous êtes un général de l'armée russe, soviétique. Vous avez une bonne retraite. La répartition cesse puisqu'il n'y a plus d'Union soviétique, etc. Mais après 20 ans, votre retraite, vous pouvez acheter une baguette de pain avec votre retraite, quoi. Donc, c'est arrivé. Tout le temps dans l'histoire. C'est arrivé en Grèce aussi, d'ailleurs. C'est arrivé en Grèce. Donc, il faut bien comprendre que dans les marchés financiers, vous avez deux choses. Vous pouvez acheter que deux choses. Soit de la propriété, des actions, de l'immobilier ou j'en sais rien, soit des contrats. Et dans un contrat, quand vous avez un contrat, vous avez une risque de contrepartie. C'est-à-dire que le type avec qui vous avez passé le contrat n'honore pas sa partie du contrat. Eh bien, tous les fonds de pension, c'est des contrats. Et vous savez que celui qui s'est mis en face, c'est l'État qui n'a pas le premier sou pour nous payer. Donc ça veut dire que tous ces actifs, ça vaut zéro. Ce que j'essaie de dire aux gens, c'est faites gaffe, parce que vos retraites, sauf s'ils ont mis 50% en actions, s'ils ont mis de l'or, s'ils ont mis des choses comme ça, mais les systèmes de répartition, vous n'avez rien mis du tout en face. C'est pour ça que le gouvernement français est en train de s'essayer de s'emparer des actifs de l'Argic-Arco, parce que là, il y a des vrais actifs. Les gars qui avaient un fonds de pension qui s'appelle l'Argic-Arco en France, ils ont... Pour les non-initiés? Les non-initiés, c'est le grand fonds de pension national des cadres, par exemple. Où il y a du fric. Et surtout, ils ont 50% d'actions, moins. Donc, ça vaut, dans les obligations, ça vaudra que dalle, mais les 50% d'Air Liquide et de Schneider, ça vaudra toujours quelque chose, quoi. Donc, le vrai drame, c'est que en tant que gérant, quand j'étais gérant, il y a une chose que j'ai jamais faite et que j'ai toujours refusé de faire, c'est de dire combien vous allez gagner. Je dis, j'en ai strictement une idée, je ferai de mon mieux, mais sur le long terme, si j'achète que des contrats, que des actifs de propriété, je dois tourner entre 4 et 5% par an réel. Net. Réel, après inflation, tout ça. Mais les contrats, ça peut aller à zéro. Eh bien, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est que les contrats vont aller à zéro. Je vous donne un exemple, c'est que la masse monétaire en Europe, depuis l'invention de l'euro, a été multipliée par 5, et le PIB est monté de 20%. Il y a quelque chose qui cloche. C'est-à-dire qu'on a créé des valeurs de contrats qui n'ont pas de contrepartie. Qui ne sont pas adossées. Qui ne sont pas adossées, qui n'ont rien en face. Et pourquoi voudriez-vous que ça vaille quelque chose ? C'est idiot. C'est le principe. Tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas qu'on a faim ou qu'on ne sait pas qu'il nous manque quelque chose, tout va très, très bien. Oui. Et puis quand d'un coup, pouf, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque, c'est un brutal réveil. Oui. Et nous serons peut-être des millions, gouvernements et citoyens, à se réveiller plus ou moins en même temps. J'ai l'impression que le réveil a été accéléré depuis quelques semaines. Oui. Il y a de vrais risques derrière ça. D'abord, de troubles à l'ordre social. Il y a des troubles à l'ordre social, mais... Oui, il y a des troubles. Et encore une fois, ce qui me désole le plus dans tout ça, c'est les plus petits qui vont ramasser le plus, parce que par définition, les petits n'ont que des contrats. Les riches, ils ont des actifs. Donc les actifs, ça vaudra toujours quelque chose, on peut l'espérer. Mais les petits, donc c'est ceux qui sont tout en bas, c'est ce que j'ai écrit depuis des années, c'est absolument scandaleux, parce qu'on est en train de faire un système où c'est les plus pauvres, les plus démunis qui vont en prendre le plus plein la tête. C'est monstrueux. Et pour qu'on soit bien certain de se comprendre, le contrat, c'est la promesse qu'on vous offre quelque chose plus tard pour payer vos vieux jours, par exemple. Et l'État nous a dit, écoutez, je vous garantis que vous toucherez 70% de votre salaire en pouvoir d'achat une fois que vous serez à la retraite. Mais prenez un exemple. Aujourd'hui, le paiement des retraites en France, c'est 14% du PIB. Ce qui est beaucoup. 14%. Imaginons que dans un drame affreux, le PIB baisse de 10%, 20%. 10%, c'est facile. À ce moment-là, est-ce que les retraites vont passer à 16% du PIB ? Mais ça veut dire que ceux qui sont encore en train de travailler dans le PIB, eux, ils vont avoir une baisse de leur niveau de vie de pas 10%, évidemment, mais de 15%. C'est pas possible parce qu'ils vont tous se barrer à l'extérieur. Et le problème, c'est qu'il n'y aura pas beaucoup d'extérieurs qui seront beaucoup plus sympathiques. Si, vous avez plus de la moitié du monde du côté de la Chine qui va boomer comme jamais. Alors, vous pensez aujourd'hui que nous serons tous des sans-papiers quelque part en Chine ou ailleurs?
Mais c'est pas, vous savez... Mais je suis sérieux en vous posant la question. Non, mais c'est pas tellement impossible. Si vous êtes un très bon ingénieur français... Américain, français, anglais, etc., et qui bâtissent partout des trains, des routes, des hôpitaux, des barrages, etc., vous n'aurez aucun mal à trouver un boulot. Mais la compétence extrême est toujours éventuellement compensée. Exactement. Par contre, si vous poussez du papier à la Sécu, ça va être difficile. Hein. OK. Je mets bout à bout tout ce qu'on a dit depuis un peu plus d'une heure. Oui, 1 heure. Comme vous le disiez tout à l'heure, je suis ni optimiste ni pessimiste. Michel Onfray dit tragique que je fais avec le monde tel qu'il est. Mais j'aime pas entreapercevoir le pire, d'autant qu'on me l'a annoncé tellement souvent depuis 40 ans. Non, c'est pas le pire. Ça veut dire que tous ceux qui confiaient leur vie à l'État, qui ont vendu leur liberté pour de la sécurité, vont tout perdre. Et tous ceux qui sont restés indépendants et autonomes vont se retrouver dans une situation bien meilleure. Donc c'est tous les craintifs, tous ceux qui ont vendu leur âme au diable, qui ont accepté de voter pour M. Macron 2 fois, etc., eh ben, eux, ils vont en prendre plein la tête, et quelque part, ils auront ce qu'ils méritent, parce qu'ils ont trahi l'idéal de liberté pour une sécurité que le Macron ne peut pas leur assurer. Mais cette logique, je peux la transférer ailleurs dans le monde, parce que ce n'est pas que français. Bien sûr. Alors, moi, la question que j'allais vous poser en disant je ne veux pas tabler sur le pire, mais à la lumière de tout ce qu'on se dit depuis 1 heure, un reset, disons les choses comme ça, appelle, disons, un choc économique mondial. Un choc économique sur ceux qui ont vécu au-dessus de leurs moyens. Prenons la France. La France, si vous voulez, tout le monde le sait, il y a ce que la France gagne. Bon, ça c'est notre niveau de vie. Et puis pour masquer les imbécilités de l'euro, etc., on s'est mis à emprunter de l'argent. Donc maintenant, le niveau de vie en France, c'est ce qu'on gagne plus ce qu'on a emprunté. Et puis, on continue à emprunter. À un moment, on ne pourra plus emprunter. Et à ce moment-là, notre niveau de vie va tomber instantanément au niveau de vie gagné. Plus les remboursements qu'on fera ou qu'on ne fera pas. Donc c'est en dessous. Donc ça fait des années qu'on vit dans l'illusion qu'en ruinant nos petits-enfants, on peut maintenir notre niveau de vie. Mais c'est nous qui allons payer la note. Mais ce coût d'ajustement qui, généralement, est très brutal. C'est-à-dire que ça ne se fait pas tranquillement. Ah non. C'est pas l'escalator, c'est plutôt la chute. La chute, oui. Si elle se produit à plusieurs endroits en même temps... Et de elle toute va façon, se produire en Europe. Il y a des effets dominos. Il y a des effets dominos, par exemple. Mais ça ne va pas se produire, par exemple, probablement pas en Suisse, parce qu'ils ont d'autres systèmes, et probablement pas en Suède, parce qu'ils ne sont pas dans l'euro. Et ils ont des excédents des comptes courants, ils ont des excédents budgétaires. L'Amérique, il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent sur tout ce qui est actifs financiers. Mais si les gens qui travaillent, si vous voulez, qui sont docteurs, etc., à partir du moment où on sortira du système de sécurité sociale imbécile qu'ils ont, qui coûte 18% du PIB, ce qui est une escroquerie. Parce que monumental, on est d'accord. Donc peut-être ceux qui vivent dans le système, les actionnaires de Merck, ils vont peut-être pas gagner tellement d'argent, mais peut-être le type, il se fera soigner moins cher. Quoi. Ce qui, en soi, serait, d'un point de vue de décence commune, une bonne idée. Oui, parce qu'on revient quand même à quelque chose d'essentiel. C'est, encore une fois, Saint Paul, le fondateur du christianisme, quoi. Il refusait que les gens le payent. C'est lui, il était tisseur, quand il allait, il bossait, il travaillait, parce qu'il y a une noblesse à ne pas recevoir de subvention. La subvention, ça déshonore celui qui la reçoit, ça déshonore celui qui la donne, et ça fout le système économique en l'air. Donc ce que notre génération va apprendre, c'est que la subvention, c'est le début de la fin d'une démocratie. Donc une dépression? Une dépression de tout ce qui touche à nos États sociaux. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans l'État social-démocrate ce qui est arrivé dans l'État communiste, et pour les mêmes raisons. Vous faites le parallèle? Oui. L'effondrement d'un monde et d'une vision économique du monde. Qui était fausse. On nous a menti depuis 30 ans. Parce que pour mon précédent livre, je dis on avait l'empire du mal, qui était l'Union soviétique, d'après Reagan, vous savez, et on est passé de l'empire du mal, je pensais qu'on allait passer à la liberté, et on est passé à l'empire du mensonge. Et le maître du mal et le maître du mensonge, c'est le même. C'est le diable.
dans une perspective pareille? C'est très réjouissant. Réjouissant parce que c'est la fin... On redevient libre. Ouais. On redevient des êtres libres. Ce qui fait notre beauté, c'est d'être libre, c'est pas d'être Mais asservi. vous êtes conscient, Charles, qu'il y a un prix extraordinairement élevé parce que tout le monde n'est pas nécessairement conscient de tous ces enjeux. Alors, vous me direz qu'il y a certains pour lesquels ça ne fera pas une grosse différence parce qu'ils sont déjà pas très riches. Et en plus, leur niveau de vie baisse sans arrêt. Mais vous savez, c'est ce qu'on dit toujours. Les périodes difficiles font des grands hommes, les périodes faciles font des hommes tout petits. On revient dans une période où il va y avoir des grands hommes qui vont sortir. C'est bien. Moi, je suis très optimiste. Mais je ne suis pas du tout pessimiste, je répète toujours. Et non pas la blague que nous vivons une époque formidable parce qu'elle est hors gabarit. Nous sommes en train de vivre des choses qui n'ont pas beaucoup de précédents récents. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que finalement, Trump va être un révolutionnaire, mais à ses dépens. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement la révolution qu'il pensait provoquer. Non, mais les États-Unis vont cesser d'être la puissance impériale et vont devenir une puissance nationale. Ça, c'est évident. Ça peut se passer sans douleur, ce qui aurait facilité la vie à tout le monde. Ça peut se passer avec difficulté, ce qui n'est pas évident. Mais Trump, je crois qu'il sait, contrairement à ce que pensent la plupart des gens, avec Musk d'ailleurs, qu'ils sont révolutionnaires. Parce que ce qu'ils veulent, c'est aller au cœur de ce qu'ils appellent l'État profond qui nous a foutus dans cette merde. Ils veulent le détruire. Je crois que c'est le but premier, c'est de détruire ça. Et s'ils y arrivent, ils rendront service à l'humanité, quoi. C'est-à-dire les Clinton, etc., quoi. Est-il possible que tout ce dont on vient de parler puisse être ou évité ou repoussé? Non. Ou maintenant les choses sont tellement engagées qu'il n'y a plus de recul possible? C'est-à-dire, c'est une question à laquelle je ne réponds jamais. Ce que je dis aux gens, c'est je leur dis comment devez-vous être investis pour que quand ça se passe, vous soyez prêts. Vous soyez prêts. Mais je leur dis comment ça va se passer, j'ai aucune idée. Mais vous pouvez vous organiser vos affaires pour que vous en preniez pas trop la tête quand ça arrive, quoi. Vous avez un jour pensé en être le témoin de cette époque, de ce que nous vivons? Moi, si vous voulez, ça m'amuse beaucoup parce que ça fait des années que je suis tout ça fait 50 ans ou plus. Et mon métier, ça n'a jamais été de faire la moindre prévision, mais de comprendre ce qui se passait. Et donc, j'ai commencé à comprendre vers 2012 qu'il y avait vraiment des forces mauvaises qui s'étaient mises au pouvoir dans nos pays, qui attaquaient les autres sans raison. Pourquoi ils ont attaqué la Libye, pourquoi ils ont attaqué l'Irak, pourquoi ils ont attaqué l'Ukraine, je ne vois pas très bien. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse le travail de comprendre pourquoi ils le font et où ils le font et comment ça va se terminer, oui. Je pense à notre première conversation il y a un peu plus d'1 an, et vous disiez l'immobilier, le problème, c'est que ça ne peut pas prendre de train. Ben oui. Si on a un édifice ici à Paris ou à New York et qu'on constate qu'il y a un problème, on ne peut pas se déplacer avec. Vous pensez que c'est un actif risqué aujourd'hui? Parce que vous disiez, il faut quand même aussi penser qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher maintenant à transférer dans des actifs tangibles le fric qui vaudra de moins en moins cher. Oui, mais bien entendu, ils peuvent essayer de faire ça, mais le problème, c'est que l'immobilier, par exemple, ça a de la valeur, mais ça a de la valeur parce que vous avez des contrats à l'intérieur de l'immobilier, vous louez vos trucs. Si vous avez une belle propriété à la campagne, vous pouvez être à peu près tranquille, sauf que vous serez attaqué sans doute par des méchants garçons qui sont dans la banlieue d'à côté. Mais sinon, si on décide que comme les affaires vont mal, les loyers sont plus payés, vous n'avez plus besoin de payer les loyers, qu'est-ce que ça vaut votre immobilier? Si vous avez un squatter qui a pris votre immobilier, c'est plus à vous. Mais pour l'instant, c'est à la marge. C'est à la marge, mais enfin, ça arrive tout le temps. Et les types, ils y restent 5 ans. Hein. Vous ne pouvez pas les virer. Je regardais les statistiques en France parce qu'évidemment, c'est la peur de tous les propriétaires. Et je voyais que l'an dernier, c'était 126 problèmes non solutionnés. Donc, je me dis, je veux avoir peur, mais encore faudrait-il que j'aie peur pour de bonnes raisons. Le squatter, peut-être. Mais ce que vous dites, c'est que c'est un scénario là, de quasi-guerre civile. Oui, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que dans les démantèles, quand ça se passe, par exemple, les années 30 aux États-Unis ou en Angleterre, vous avez eu un maintien de l'ordre civil, de la Constitution, de l'ordre constitutionnel, etc. Mais en Allemagne, ça n'a pas marché. En Russie, encore moins. En Hongrie, tout a foutu en l'air. En Tchéquie, ça a été foutu en l'air. Donc, si vous voulez, il y a des sociétés qui résistent à ces espèces de chocs et des sociétés qui ont du mal à résister à ces chocs parce qu'elles sont déjà suffisamment fragmentées.
Et donc, si vous voulez avoir de la propriété, c'est peut-être plus simple de l'avoir aujourd'hui à Hong Kong que partout ailleurs, quoi. Il est un peu tard maintenant pour acheter à Hong Kong parce qu'il faut être très, 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 très riche pour s'acheter 1 centimètre. C'est devenu très cher, mais c'est pas par hasard. Vous savez, pour revenir à l'immobilier, j'ai dû vous le dire, mais l'immobilier le plus cher en 73 que j'ai connu dans ma vie, c'était la principale voie commerçante de Beyrouth. C'était l'immobilier le plus cher du monde. On n'y est pas tout à fait aujourd'hui. Ah, je crois que vous pouvez avoir des affaires à Beyrouth. D'ailleurs, c'est peut-être pas une mauvaise idée. C'est ce que je vous dis. C'est plus nécessairement ce qui est le plus convoité. Donc, encore une fois, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est on rentre dans une période révolutionnaire. Et pour les Chinois, le symbole crise et opportunité, c'est le même. Mm-hmm. Donc, préparez-vous et soyez flexibles. Et si ça commence à partir, il n'y a pas de raison de faire du souci parce que vous redeviendrez libre. Aujourd'hui, par exemple, vous ne pouvez rien faire sans demander la permission. C'est une vie qui est insupportable. C'est vrai que nous avons des vies très réglementées, à commencer par les rapports que nous entretenons avec nos banquiers, avec les institutions bancaires, parce qu'il n'y a plus de banquiers qui répondent au téléphone. Et qui fait donc que... les banquiers, vous voulez virer 2000 €, ils vous disent « mais qu'est-ce que c'est ? Vous êtes un trafiquant de drogue ?» Enfin, je leur dis « mais c'est mon pognon, je fais ce que je veux. » Non, monsieur, il faut que vous... Donc les banquiers sont devenus les agents dénonciateurs auprès du fisc. C'est leur rôle principal aujourd'hui. Peut-être vivrons-nous d'autres circonstances dans quelques années. Chose certaine, elles risquent d'être, je dis années, les prochaines semaines seront intéressantes. Oui. Il y aura 3 jours d'ailleurs entre le moment où nous nous parlons et la mise en ligne, ça sera jeudi. Et je fais le pari qu'il y aurait eu des choses formidables entre les deux. Entre les deux, c'est très probable. Et on m'écrira pour dire ça a bien mal vieilli, cet entretien. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Moi, ce que j'ai regardé, plus je regarde les choses que j'ai écrites il y a longtemps, plus c'est vrai aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez des tendances lourdes, et parfois, il y a des contradictions à court terme, mais les tendances lourdes sont là. Mmh. Elles ne vont pas changer. Charles Gave, merci encore une fois. Je vous en prie. Et je nous souhaite la liberté sans trop de turbulence entre les deux, mais je pense qu'on ne pourra pas éviter la turbulence. Non, bien sûr que non. Merci. Merci à vous. Si ça vous a plu, je vous le rappelle comme chaque semaine, vous nous aimez, vous nous likez, vous vous abonnez, ça fait la différence. C'était Jeanne Croteau qui était à la réalisation, Philippe Lorange à la recherche, Stéphane Bureau au microphone. Encore une fois, merci beaucoup à vous. Merci infiniment.